Majorque, vers 1274, un ancien séducteur devenu ermite jeûne depuis des jours au sommet d'une montagne. Soudain, il croit voir le monde se ranger devant lui, en cercle qui tourne. Il va redescendre avec une idée échappée d'un futur lointain. Une machine à fabriquer des vérités. Épisode Ramon Lull, la machine à penser médiévale. Chapitre 1 La montagne et les disques. Un mystique, une montagne et des roues de papier qui prétendent prouver Dieu. Tout commence par une illumination. Remontons avec lui sur cette montagne, le mont Randa, qui domine la mer de toute sa hauteur. Cela fait des jours que Ramon Lull y vit en ermite, à prier et à jeûner, le corps à bout de force. Et là, selon le récit qu'il laissera lui-même, quelque chose le foudroie. Il raconte que Dieu lui montre d'un seul coup la structure cachée de toutes choses. Non pas une vérité particulière, mais la manière de les atteindre toutes. Quand il redescend de la montagne, il tient son idée, et elle est proprement stupéfiante pour son époque. Tout ce que l'on peut savoir, affirme-t-il, se ramène à une petite poignée de concepts premiers, la bonté, la grandeur et quelques autres du même ordre. Combinez ces concepts entre eux selon des règles fixes, et vous engendrez mécaniquement toutes les vérités possibles, sur Dieu comme sur le monde. Mais voici le geste qui change tout, celui qu'aucun penseur n'avait osé avant lui. Pour produire ces combinaisons, il construit une machine. Pas une machine de métal et d'engrenage, non, une machine de papier. Des disques concentriques couverts de lettres qu'il fait pivoter les uns sur les autres. À chaque rotation surgit une combinaison nouvelle, une proposition inédite à examiner. Prenez bien la mesure de l'audace. En plein XIIIe siècle, à l'âge des cathédrales et des croisades, un homme ose affirmer qu'on peut produire des idées en tournant des roues, exactement comme on moud du grain. Aujourd'hui, nous avons un mot savant pour ce qu'il vient d'inventer, la combinatoire. Et le rêve qu'une procédure mécanique puisse engendrer du savoir neuf, c'est précisément le rêve qui habite nos machines. Lull l'ignore, mais il vient d'allumer une mèche qui brûlera pendant 7 siècles jusqu'à nos ordinateurs. Songez-y un instant, bien avant l'électricité, bien avant la moindre horloge appliquée au calcul, un homme seul a eu l'intuition que penser pouvait devenir une opération mécanique, un geste presque d'artisan. Il ne cherchait pas à imiter la vie, ni à fabriquer un automate qui marche et salue. Son ambition était bien plus haute, ou bien plus folle. Automatiser le raisonnement lui-même, ce qu'on tenait jusque-là pour le propre de l'âme. Et tout cela, il le voulait pour une raison brûlante, qui le dévorait tout entier. Reste une énigme, et c'est par elle que tout commence. Par quel chemin un poète de cour, un homme de plaisir, en arrive-t-il à vouloir mettre la vérité elle-même en équation ? Chapitre 2 Du troubadour à l'ermite. Avant la machine, il y a un homme qui brûle sa vie, puis la jette d'un seul coup. Ramon Lull, né vers 1232 à Palma, sur l'île de Majorque, tout juste reprise aux musulmans. Il grandit dans le luxe et la faveur des princes. Sénéchal à la cour du futur roi, marié jeune, père de 2 enfants, et pourtant, l'homme brûle sa vie par les 2 bouts. C'est un séducteur, un poète, un troubadour, qui compose des chansons d'amour ardentes pour les femmes qu'il convoite, à 1000 lieues de toute sainteté. La légende raconte même qu'un jour, fou de désir pour une dame, il aurait poussé son cheval jusque dans une église pour la rejoindre. Voilà l'homme, au départ, tout sauf un mystique. Et puis, vers la trentaine, sa vie bascule en une seule nuit. Il est assis, en train d'écrire une chanson pour séduire une femme, quand il lève les yeux et voit le Christ en croix, suspendu dans l'air, tout près de lui. Il prend peur, repousse l'image, reprend sa plume. Mais la vision revient, 5 nuits de suite, identiques, jusqu'à briser sa résistance. Alors cet homme qui possédait tout choisit de tout abandonner d'un coup. Il vend ses biens, laisse à sa famille de quoi survivre et part sur les routes en pèlerin, mendiant, méconnaissable. Des mois durant, il marche jusqu'au grand sanctuaire, à Saint-Jacques-de-Compostelle, cherchant le signe qui confirmerait sa folie nouvelle. Puis il rentre à Majorque et s'enferme dans l'étude, seul, obstiné, pendant que ses anciens amis le croient devenu fou pour de bon. Mais Lull n'est pas un converti comme les autres. Ce qui s'allume en lui, c'est un projet d'une ambition vertigineuse. À son époque, les croisades s'enlisent dans le sang, on meurt par milliers et l'on ne convertit personne par le fer. Lui a une intuition d'une modernité folle.
Jamais on ne convaincra un musulman ou un juif en brandissant la Bible, un livre qu'ils ne tiennent pas pour sacré. Il faut donc tout autre chose, une méthode que n'importe quel esprit, quelle que soit sa foi, serait contraint d'accepter, parce qu'elle ne reposerait que sur la raison pure. C'est, pour l'époque, une pensée presque scandaleuse. Convertir non par la peur de l'enfer, ni par la force des armées, mais par la seule contrainte d'une démonstration que l'adversaire serait incapable de réfuter. Lull veut, littéralement, gagner les âmes par la logique. Bâtir cette méthode va lui demander 9 longues années d'études acharnées, lui qui n'avait presque rien lu. Il s'attaque au latin, à la philosophie venue des Arabes, et surtout à la langue arabe elle-même, qu'il apprend auprès d'un esclave mort acheté exprès pour cela. Et l'épisode tourne au drame. Après des années de service, l'esclave, à bout, l'aurait un jour attaqué pour le tuer avant de mourir en prison. Lull en ressort bouleversé, presque détruit, mais sa résolution, elle, n'a pas bougé d'un cil. Il lui faut une arme de paix, une arme faite de pure logique, et c'est au sommet du mont Randa que cette arme va enfin lui être donnée. Chapitre 3. Comment tournent les roues. Réduire le monde à 9 lettres, puis les faire danser. Voici la mécanique exacte de l'invention. Entrons maintenant dans la machine et regardons-la fonctionner de tout près. Le principe de Lull tient en une idée d'une simplicité vertigineuse. Il choisit 9 attributs qu'il dit communs à Dieu et présents, à des degrés divers, dans toute chose créée. La bonté, la grandeur et 7 autres du même genre, jusqu'à 9. À chacun, il assigne une lettre, de B jusqu'à K. Désormais, dans son système, le monde entier se met à parler cet alphabet de 9 signes. Il les dispose d'abord sur un grand cercle qu'il nomme la figure A, où chaque lettre se relie à toutes les autres par un réseau de traits. Puis vient l'objet qui fascinera les siècles, la volvelle. Imaginez plusieurs disques de parchemin, de tailles différentes, percés en leur centre et empilés sur un même axe, comme les cadrans d'un cadenas à combinaison. Sur le bord de chacun, les fameuses lettres. Vous faites tourner le disque du dessus d'un cran, et en face de chaque lettre vient s'aligner une lettre nouvelle, puis une autre encore. À chaque position, la machine vous tend une association de concepts à méditer. Par exemple, la bonté est-elle grande ? Y a-t-il de la sagesse dans l'éternité ? Ainsi, le dispositif déroule patiemment, sous vos yeux, des questions que vous n'auriez jamais songé à vous poser tout seul. Et Lull ne s'arrête pas au seul concept. Il ajoute une autre roue, celle des grandes questions, le quoi et le pourquoi en tête, si bien que la machine ne génère plus seulement des idées, mais des interrogations entières. Le nombre de combinaisons grimpe alors en flèche. Rien qu'en mariant ces 9 concepts 2 par 2, on obtient déjà 36 paires à examiner. Ajoutez les questions et les sujets, et le compte se chiffre vite en milliers de cases. Mais un défaut redoutable se cache dans la merveille. La roue combine tout, le vrai comme le faux, sans jamais savoir distinguer l'un de l'autre. Leibniz, près de 4 siècles plus tard, mettra le doigt exactement dessus. Une machine qui engendre toutes les propositions possibles doit encore apprendre à reconnaître celles qui sont vraies. C'est déjà, en germe, le problème central de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Générer ne suffit pas, il faut encore vérifier. Voilà le coup de génie caché. Lull ne se contente pas de penser par lui-même, il délègue à un dispositif le soin d'épuiser méthodiquement le champ entier du pensable. Là où l'esprit humain se fatigue et saute des cases, la roue, elle, n'en oublie aucune. Elle parcourt l'intégralité des possibles, l'un après l'autre, sans jamais se lasser ni se décourager. Et c'est exactement, trait pour trait, ce qu'on demandera bien plus tard à une machine. Explorer un espace immense de solutions sans en négliger une seule. Lull, lui, appelait son invention l'art, avec un grand A. L'ars magna, le grand art. Pour lui, ce n'était surtout pas un jeu. C'était l'instrument sacré qui devait réconcilier l'humanité tout entière autour du vrai. Mais en réduisant ainsi la pensée à des lettres qu'on combine, il accomplissait, sans en avoir la moindre idée, un pas dont nous n'avons toujours pas fini de mesurer la portée. Chapitre 4. La folie ou le génie. De son vivant, on l'appelle le fou. Des siècles plus tard, les plus grands esprits se pencheront sur ces disques. Disons-le sans détour, de son vivant, on a beaucoup ri de Ramon. On le surnommait Ramon le Fou, et lui-même, avec une ironie magnifique, finissait par reprendre le sobriquet à son compte. Imaginez un peu le tableau. Un vieillard qui traverse l'Europe avec ses disques de papier sous le bras, frappant à la porte des rois et des papes, suppliant qu'on finance ses écoles de langue et ses missions lointaines. On l'écoute poliment, on le renvoie, il revient à la charge, encore et encore. Il court de Majorque à Paris, de Rome à Tunis,
fils, infatigable jusqu'à l'obstination. Et pourtant, cet homme que l'on moque est un véritable géant. Il a laissé derrière lui quelque chose comme 260 ouvrages, et surtout, il a osé écrire la philosophie non pas en latin, la langue réservée des savants, mais en catalan, sa langue de tous les jours. Avec son roman Blackernat, il signe l'un des tout premiers romans d'une langue européenne moderne. À lui seul, ou presque, il fonde une littérature. Dès 1276, il avait déjà convaincu le roi de Majorque de fonder à Miramar un petit collège où 13 moines apprenaient l'arabe pour aller prêcher de l'autre côté de la mer. En 1311, vieillard toujours debout, il arrache au concile de Vienne une décision officielle. On enseignera désormais les langues orientales pour former les missionnaires de demain. Puis il repart, une dernière fois, prêcher de l'autre côté de la mer, à Bougie, sur la côte d'Afrique du Nord. La tradition raconte qu'une foule en colère l'y lapide et qu'il meurt peu après, vers 1316, à plus de 80 ans. Aujourd'hui, les historiens doutent de ce martyr, mais l'image, elle, est restée gravée dans les mémoires. Le vieil homme aux roues de papier, tombant sous les pierres pour avoir cru qu'on pouvait convaincre par le calcul plutôt que par le glaive. Et c'est ici que son histoire devient vertigineuse, car après sa mort, son art ne s'éteint pas, il enfle. On le condamne pourtant. En 1376, un inquisiteur jette l'anathème sur son œuvre, mais rien n'y fait. À la Renaissance, toute l'Europe savante se passionne pour ce qu'on baptise le lullisme. Le sulfureux Giordano Bruno construit ses propres roues lulliennes pour décupler la mémoire, lui qui finira sur le bûcher. Plus tard, le savant jésuite Athanase Kircher en tirera encore tout un système, son grand art de savoir. Et puis, surgit l'héritier décisif, celui qui change tout. En 1666, un jeune Allemand de génie publie un petit traité, L'art combinatoire, où il rend explicitement hommage à Lulle avant de chercher à le dépasser. Ce jeune homme s'appelle Gottfried Leibniz, celui-là même qui inventera le binaire et rêvera lui aussi d'une machine à raisonner. Le fil, vous le voyez, ne s'est jamais rompu. Il court tout droit du mont Randa jusqu'au seuil de l'informatique. Chapitre 5. La première machine à idées. Il a échoué dans son but et touché juste sur l'essentiel. Voici ce qu'il nous lègue vraiment. Revenons pour finir à ce que Lulle a réellement inventé, par-delà la légende et les disques. Ce n'est pas une preuve de Dieu, soyons clairs. Personne, jamais, ne s'est converti devant ces roues qui tournent. Son vrai legs est ailleurs, et il est immense. C'est l'idée qu'on peut fabriquer de la pensée en recombinant un petit nombre de symboles élémentaires. Réduire un domaine entier à quelques éléments premiers, puis confier à une procédure mécanique le soin de les combiner pour en tirer du neuf. Voilà le cœur battant de sa méthode. Et voilà, presque mot pour mot, ce que font nos machines aujourd'hui. Quand un programme passe en revue des millions de combinaisons pour dénicher la bonne, il fait tourner les roues de Lulle à une vitesse qu'il n'aurait jamais osé rêver. Et lorsqu'un système génératif assemble des fragments pour produire une phrase ou une image qui n'existait nulle part, il ne fait que prolonger son geste exact. Un alphabet fini, des règles de combinaison, et au bout du compte, quelque chose de neuf. L'écrivain Jorge Luis Borges, fasciné, lui consacrera d'ailleurs un essai entier, et verra dans ces roues l'ancêtre des machines à imaginer l'infini. Borges rêvait, lui, d'une bibliothèque contenant tous les livres possibles, faite de toutes les combinaisons imaginables de lettres. C'est l'art de Lulle, poussé jusqu'au vertige. Tout y serait écrit, le vrai comme le faux, et le seul génie qui resterait à l'homme, ce serait de savoir y chercher. Mais Lulle rêvait plus grand encore. Il rêvait d'une langue universelle, un jeu de symboles que tous les peuples et toutes les croyances seraient forcés d'accepter, pour trancher leur querelle par le calcul plutôt que dans le sang. Près de 4 siècles après l'illumination du mont Randa, Leibniz reprendra ce rêve presque à l'identique, avec son célèbre mot d'ordre, calculons, et l'informatique, à son tour, en tirera ses langages formels. Voici donc la grille que je voudrais déposer dans votre esprit. Ramon Lulle a échoué dans le but précis qu'il s'était fixé, et il avait pourtant raison sur quelque chose de bien plus profond que lui. Il a été le tout premier à construire une machine dont l'unique métier était de penser. Alors la prochaine fois qu'un programme recombinera un alphabet pour faire surgir ce qui n'existait pas encore, souvenez-vous que, quelque part sur une montagne de Majorque, un ermite épuisé fait tourner ses roues, et qu'il sourit, enfin compris. Vous écoutiez Ramon Lulle, la machine à penser médiévale. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.